rigoler. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne à la croisée des plumes. Aujourd'hui je ne suis pas toute seule, comme vous voyez, je suis accompagnée de Perceline de la chaîne YouTube Baruco Lecture et podcast. Voilà. Tout à fait. Est-ce que tu veux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je suis sur la booktubosphère depuis 10 ans maintenant. Je chronique des livres, je suis comédienne dans ma vraie vie et metteuse en scène, donc je parle beaucoup de théâtre, d'univers, de l'imaginaire. Et Nina est ma copine autrice puisqu'on écrit ensemble en retraite d'écriture, on part en voyage et on est toutes les deux fans de Victor Hugo et d'écriture de l'imaginaire. Voilà, je pense que c'est bien résumé. Et on s'est dit, bah comme on se voit en ce moment, pourquoi pas faire un featuring sur nos chaînes respectives. Tout à fait, même si c'est plus à la mode sur le booktube, c'est pas grave. Et on va même vous proposer un jeu qui, moi je regardais ça il y a genre 5-6 ans. Mais j'ai toujours rêvé de le faire, donc c'est l'occasion. Bah le jeu en fait, je sais même plus comment ça s'appelle. Je sais pas le nom du... Ah bah peut-être, mais... Guess the cover, non c'est pas un truc genre Guess the cover challenge. On doit faire deviner l'une et l'autre des livres de notre bibliothèque en décrivant la couverture. Et donc on va voir si on a une bonne mémoire visuelle ou non. Alors on a choisi chacune 6 couvertures. Tout à fait. On va voir si ça va être hyper rapide ou non. Potentiellement la vidéo elle dure 10 minutes. Au pire on meublera en parlant de roman. Et alors moi comme je suis chez Perceline ça va. Je sais quand même aller chercher, gratter dans ses vidéos, voir ce qu'elle avait lu. Je suis allée un peu loin des fois. Waouh. Bon, ça va alors, heureusement que j'en ai mis des anciennes en privé il y a longtemps. Tu oublies que je te suis depuis longtemps. C'est vrai. Et toi, je t'ai donné le livre addict. Livre addict, donc il y a potentiellement des livres que je n'ai pas lus, mais techniquement sont dans ma bibliothèque, je les ai achetés, donc j'ai eu au moins une fois la couverture. 2 fois puisque tu l'as ajouté sur livre addict, donc normalement. Voilà. Est-ce que tu veux commencer? Eh ben, commence, et moi ensuite, voilà. On va faire 1 sur 2. On comptabilise les points ou pas? Oh oui, oui, oui. Elle est comestible. Ce qu'on peut faire, c'est... je te donne une description vague. Ouais. Et est-ce qu'on fait 3? Ouais. 2, après je te donne des descriptions plus précises. Et vraiment, après 1, si je te donne des indices, genre le genre, l'auteur. Oui. On peut faire ça. Ouais. Alors, pour la première couverture, c'est un ton vert. Le fond, il est vert. Je pense que c'est niveau facile. Il y a 2 personnages dessus. Ils s'embrassent. La forme de l'eau? Non. Vert avec 2 personnages dessus qui s'embrassent. Donc là, si tu trouves pas, tu m'en as liste, bah, t'as déjà pris 2 points. Et ben un 10, parce que là... Ce sont 2 femmes. Sarah Waters, un livre de Sarah Waters? Ouais. Bah c'est pas du bout des doigts, c'est l'autre. La caresse du velours. Presque. Bon, je te conseille. Caresser le velours. Caresser le velours. Ouais. Je vous mettrai l'image. Si, Caresser le velours, c'est un roman saphique. Sarah Waters, c'est une autrice contemporaine, mais ses romans se passent souvent au 19e ou début 20e. Et là, on suit une jeune fille qui s'appelle Nancy de souvenir, qui est une jeune fille qui est dans une famille sur la côte britannique qui ouvre des huîtres. Et en fait, elle va un jour au music hall et là, elle rencontre une fille qui est travestie et androgyne. Et en fait, elle décide de tout quitter pour faire sa carrière avec cette fille. Elles s'en vont à Londres toutes les 2 et puis après on suit tout le reste de sa vie de cet artiste là qui va vraiment travailler le travestissement, la romance saphique, et ça a une très très belle écriture et c'est des personnages très très marquants dans leur récit de vie en fait, ce qu'elle fait Sarah Waters. Voilà. Ouais, Sarah Waters, j'ai lu du bout des doigts. C'est l'histoire, alors j'ai plus les noms. Sue, si je crois que c'est Sue. Je l'ai pas encore lu celui-là. C'est une jeune fille qui en fait est engagée par
espèce de paria, de criminel en fait, pour qu'elle devienne donc la femme de chambre d'une riche héritière. En fait, le but c'est qu'elle manipule l'héritière pour que l'héritière épouse donc l'homme qui l'a engagé, qui vient sous une fausse identité, etc., pour qu'il puisse accaparer la fortune. Et sauf qu'elle elle va tomber amoureuse peu à peu de cette étrange jeune femme qui vit isolée dans son grand manoir. J'en dis pas plus parce que franchement c'est un roman qui a plein de... Enfin, elle mène le lecteur par vraiment dense, à la baguette. C'est hyper dense et ce que je vous dis là c'est que le début. Ouais. Alors, ça a été adapté plusieurs fois. Il y a un téléfilm de la BBC avec Sally Hawkins qui joue dedans, que j'ai beaucoup aimé. Mais l'adaptation la plus connue, c'est Mademoiselle, donc The Handmaiden de Park Chan-wook. Je ne sais pas. Mais l'image, elle est très connue, le visuel de l'actrice. Le film coréen est beaucoup plus trash. Et il fait des choix, il va dévier, l'intrigue de base c'est la même, mais il va dévier dans une autre direction qui est aussi intéressante. Donc moi je recommande la lecture du livre et le film qui est un chef-d'œuvre aussi. Par contre, renseignez-vous sur les trigger warnings parce qu'il y a des scènes un petit peu violentes. Oui. Voilà. C'est une couverture noire et à l'intérieur de la grande couverture noire, t'as un médaillon rouge avec une femme à l'intérieur. J'ai aucune idée. Attends, une couverture noire, ok. À l'intérieur, il y a un médaillon rouge. Oui, ça veut dire que c'est un... T'as un cercle rouge, t'as le noir, un cercle rouge, c'est en forme de médaillon, ouais. Enfin, avec une femme à l'intérieur. Oh, ouais. La femme est habillée en noir, si ça peut t'aider. J'ai aucune idée. Je veux bien... Un indice, c'est dans l'univers gothique macabre. C'est un livre illustré. Ah, Carmilla? Non, presque. Ah, les contes macabres d'Edgar Allan Poe. Voilà. Illustré par Benjamin Lacombe. Ok. Voilà. Dans cette édition-là, en fait, illustré par Benjamin Lacombe, il y a 2 tomes. Donc ça, c'était le tome 1. J'ai pas encore lu le tome 2. Moi non plus. Je me le réserve pour un pumpkin, mais j'ai tellement de choses à mettre tous les ans. Ouais, donc, et donc voilà, c'est des histoires typiques d'Edgar Allan Poe. Souvent, on a un narrateur à la première personne qui est assez torturé et qui va avoir une obsession sur un truc. Dans celui-là, je crois qu'il y a Bérénice. Celui avec il a une obsession sur les dents. Souvent, c'est des obsessions sur des femmes très belles et très mortes. Voilà. Edgar Allan Poe, il y a cette obsession pour les dents d'une jeune fille morte, c'est hyper glauque, j'adore. Et il y a dans celle-là, il y a Le Cœur révélateur, qui est un roman qui m'a fait... une nouvelle, franchement, qui m'a fait vriller. C'est dur d'en parler parce que c'est une nouvelle, donc... Mais encore une fois, le narrateur va devenir obsédé par le bruit d'un battement de cœur. J'en dis pas plus. Et c'est un roman, une nouvelle, décidément, j'ai envie que ce soit un roman. C'est une nouvelle qui va parler de la culpabilité. Donc moi j'adore les personnages à la première personne qui sont rongés par un secret, la culpabilité, quelque chose, et qui vrillent, qui sombrent dans la paranoïa, etc. Et j'en profite pour recommander la série Netflix La chute de la maison Usher de Mike Flanagan, qui adapte La maison Usher, qui est un autre récit d'Edgar Allan Poe, qui est d'ailleurs peut-être dans ce recueil, je dis peut-être une énorme bêtise. Ouais. Je crois, je vais regarder. Et en fait, chaque épisode, parce que La maison Usher, c'est la trame générale de la série, et en fait, chaque épisode est dédié à un des enfants de la famille Usher, et l'épisode en soi est une adaptation d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Donc il y a un épisode sur Le Cœur révélateur, il y a un épisode sur le fameux chat noir d'Edgar Allan Poe, Le masque de la mort rouge, qui est un récit que j'adore, etc. Donc je vous recommande La chute de la maison Usher de Mike Flanagan sur Netflix. Ouais, il y a Bérénice, Le chat noir, L'île de la fée, Le cœur révélateur, La chute de la maison Usher, Le portrait ovale, Morella et Ligeia. Voilà. Alors, c'est une image d'un paysage avec les couleurs dominantes, c'est le bleu et le orange.
Donc on voit le ciel et il y a un bâtiment devant en premier plan. Ça, je me rends compte, je suis pas du tout quelqu'un de visuel. Un bâtiment bleu et orange. Je m'aperçois que pour les spectateurs, j'ai pas forcément pris des trucs non plus hyper quoi. C'est rigolo. Qu'on voit, c'est pas non plus les best-sellers qu'on voit partout. Tant mieux, c'est plus rigolo. Ouais. J'ai besoin d'un indice. Le bâtiment, c'est une église. Sous le soleil de Satan de Jean Oui. Bernard. Que j'ai pas lu finalement, j'avais essayé puis j'ai abandonné. Ah, pourquoi? Ben c'était mauvais. Mais en fait, j'ai entendu pendant que je somnolais en tant que passagère dans la voiture une émission France Culture sur Sous le soleil de Satan. Et de ce que j'entendais, ça avait l'air assez incroyable avec un diable qui arrive chez un curé. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui parlaient du roman de Tiffany McDaniels qui s'appelle L'été où tout a fondu. Voilà, celui-là où on a donc, c'est pareil, cet homme d'église qui demande au diable de lui apparaître. Et donc en fait, dans ma tête, ça a un peu fait un mélange comme ça. Et je me suis dit, ah mais ça a l'air d'être trop bien et tout. En fait, quand j'ai commencé le livre, c'est une histoire de viol au début, d'un maître sur une jeune fille du château. Enfin, voilà, non, il n'y avait pas du tout ce que j'ai recherché. Donc au bout de 5 chapitres, j'ai abandonné. Ah, dommage. Normalement, il est facile celui-là. Mm. Il est tout rose, avec des écritures jaunes, et il y a un animal dessiné dessus. Bunny de Mona Wad. Dès que tu m'as dit tout rose. Voilà. Je crois que c'est peut-être le seul que j'ai de rose. Un des tout seuls. rose comme ça, ouais. Ouais. Il est très marquant au niveau du visuel, celui-là. Alors ce roman-là, je pense que ça passe ou ça casse pour les gens. Déjà, il n'a pas été traduit en français. Si, en québécois. En québécois, oui, ça ne l'a pas. Ouais. Donc peut-être potentiellement pouvez-vous le procurer en français. Moi, je l'ai lu en anglais. C'est vraiment un ovni littéraire. On peut le classifier dans la Dark Academia puisqu'on est dans un contexte universitaire. C'est un cursus d'écriture en fait, un truc qu'on n'a pas trop en France vraiment de... Voilà. Et ensuite donc une protagoniste, une narratrice à la première personne dont j'ai oublié le nom, mais qui est un peu, vous voyez, je ne suis pas la fille comme les autres. Et j'aime beaucoup ce côté, ce commentaire sur ça. Parce qu'en fait, c'est un mélange un peu, vous voyez le film Barbie de Greta Gerwig. Ce côté-là où tout le monde, salut Barbie, elles sont toutes comme ça. En fait, il y a dans cette classe, il y a un groupe de filles qui sont magnifiques, vraiment la plastique magnifique. Elles sont toutes habillées en mode rose bonbon, etc. Et elles se surnomment toutes Bunny, en fait. Okay. Salut Bunny, ça va Bunny, ça. Donc vous voyez ce côté-là, rose bonbon, etc. acidulé, à l'excès, c'est fait exprès. Et je vous mélange ça à côté Dark Academia, mais surtout vous mélangez ça avec un peu de Cronenberg. Ok. Genre Scanner de Cronenberg, ceux qui connaissent. J'en dis pas plus. Ok. J'ai lu ça sans savoir où j'allais. J'ai l'impression... Vous voyez les éléphants roses dans Dumbo, c'est un trip hallucinatoire. Et en fait, c'est Samantha elle s'appelle, elle n'est pas qu'une fille comme les autres, elle va rejoindre un peu la clique des bunnies et elle va peut-être devenir une bunny, donc c'est vraiment l'aliénation de l'esprit, etc. Et c'est vraiment, faut lire ça en disant c'est sarcastique, c'est complètement déjanté, et c'est le genre de roman, t'en sors, t'as encore plus de questions qu'avant. Il y a si vous allez sur Reddit, il y a plein de threads Reddit de qu'est-ce que ça symbolise, etc. Tout ça. Et disons que il y a du fantastique, disons qu'elles font des choses avec des lapins et qu'elles transforment en... J'en dis pas plus. Voilà. Ça a l'air trop bien. Moi je sais que cette autrice-là, je l'ai repérée pour un livre qui s'appelle Tout est bien, qui parle d'une prof de théâtre qui du jour au lendemain en a marre. Et il lui arrive quelque chose et en fait après elle fait des choses avec ses élèves ou à ses élèves et tout, et voilà, je sais juste qu'il y avait ça m'avait trop parlé, mais je l'ai encore pas lu parce que ils existent, enfin je préfère lire en français qu'en anglais, mais ils sont pas du tout trouvables en physique en français québécois, et donc il faudrait que je les achète version numérique et tout, même à la librairie québécoise de Paris j'y étais. Impossible de trouver et de commander en France. Mais peut-être que c'est une question de temps avant. J'aimerais bien qu'il soit traduit en... Parce que pour le coup, il avait fait le buzz sur BookTok. Je comprends, parce que c'est vraiment un livre qui interroge, tu vois. C'est trash, hein. Par contre, si vous n'aimez pas tout ce qui est déjanté et dérangeant, lisez pas. Et de cette autrice, moi, j'avais repéré Rouge. Parce que j'ai cru comprendre que c'était une réécriture un peu de Blanche-Neige dans le monde de la chirurgie esthétique. Ah, mais... Donc je pense que ça va peut-être dans les vibes de The Substance qui est sorti, le film qui est sorti l'année dernière là, donc
Voilà, en tout cas, mais franchement, je pense que c'est vraiment pas pour tout le monde. C'est un peu un livre clivant, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont détesté, ils ont rien compris, ou alors ils ont pas aimé ce côté un peu provoquant, et d'autres qui ont vraiment adoré. Et moi, je suis plus du côté, j'ai pas tout compris, mais j'ai adoré. Alors, on voit, sur la couverture, on voit une femme qui porte une robe verte. Lady Macbeth? Non. Ah non, c'est pas mal. Ok. Mais c'est ça peut être considéré comme un classique aussi. C'est l'ancienne édition des Hauts de Hurlevent. Non. Non. C'est une peinture. La femme à la robe verte, c'est une peinture. C'est celui-là, les pré-raphaélites qui est là? Non. Non. C'est Circé? Non. Mais non. Alors j'ai besoin d'un autre indice. Elle porte un grand chapeau. Ah bon? Après, je peux te donner des indices. Ah bon? On a compté les points, j'ai même plus compté. Moi j'ai compté. Là j'ai eu 4 depuis le début. Là du coup je vais être à 1. Donc si tu le trouves avec les oui, indices, si je pense que tu ouais. Et moi je vais être à 4 aussi, non? Ah non, Bunny, j'ai trouvé. Ouais, t'as trouvé tout de suite. Donc je suis à 5? Ouais. Ok. Je te donne un indice, c'est français. 19e. Madame... Non, Bovary, elle a pas de chapeau. Elle est pas en vert. De mémoire, c'est un roman assez court. Oui. Et l'auteur, il a fait des trucs très connus. Un peu feuilletonnant. Pauline de Dumas. Oui. Ah oui. Est-ce que tu peux nous parler de Pauline? Moi, je l'ai pas encore lu, C'était mais super. Il m'intéresse vraiment. Ah ouais, non, c'est un roman gothique, un court roman gothique de Dumas. Dès le début, la jeune fille qui s'appelle Pauline, elle est séquestrée par celui qui devient son mari. Moi, je trouve qu'il y a un peu de réécriture de La Barbe Bleue dedans, quand même. Ah. Et on va avoir le récit d'un jeune garçon qui va essayer de sauver Pauline de cette emprise-là et de ce scélérat gothique qui est son mari. Et c'est très court et très efficace pour un pumpkin, moi, je trouve. Voilà. Parce que moi, j'en avais entendu parler de cette jeune fille qui est enfermée dans une cave ou je sais plus quoi. J'ai dit, intéressant. Et j'imaginais... Enfin, Dumas, je le connais plus pour ses feuilletons historiques, tu vois. Je suis en train de lire Le Comte de Monte Cristo en ce moment. C'est un pavé. Mais moi, j'aime bien ce que je lis, mais voilà. Mais ouais, du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il a fait en cours, parce que lui, je crois que dans la liste des plus longs romans du monde, il y a Le Vicomte de Bragelonne et Monte Cristo, je crois. Donc on voyait qu'ils étaient payés à la ligne. Ok, donc tu recommandes Pauline. Okay. Tout à fait. Donc ça te fait... On est à 5-5. Tout à fait. Ok. Alors, j'aime bien. C'est un livre qui est vert et on a dessus une forme de médaillon, mais en fait qui est un miroir, et on a 2 personnages qui se regardent dans ce miroir-là. Alors, au début, j'ai pensé à Alice et la Reine et le Chapelier, mais c'est pas vert et c'est pas... Il se regarde pas. Mais c'est la même idée. Le nom, c'est un nom un peu alambiqué. C'est un truc japonais. Le château dans le miroir, en tout cas. Le château solitaire dans le miroir. Waouh, bravo. Et je peux pas vous en parler parce que je l'ai pas lu. C'est dommage parce que je voulais savoir s'il était bien. Je l'avais repéré il y a longtemps en anglais. Ouais. Et en fait, je me le suis procuré quand il est sorti en VF parce que de mémoire, ça devait être un... Alors, je crois que c'est le roman qui a été adapté en manga et le manga a été adapté en film d'animation. Okay. Et en fait, ce qui m'avait un peu retardé, c'est que j'avais l'impression à la lecture du résumé en anglais que c'était un truc assez dark. Parce qu'en fait, c'est une jeune fille de mémoire qui est victime de harcèlement et tout ça, qui va se réfugier dans son miroir, en fait, dans un autre monde, où elle va rencontrer d'autres personnages aussi qui ont l'air d'avoir un vécu difficile. Et où il y a un personnage, une espèce de petite fille avec un masque de chat qui est dans cette espèce de château étrange. Et je sais pas pourquoi, je sais pas si on avait parlé ou je me suis fait une idée toute seule en tête, mais j'avais l'impression que c'était un truc un peu... comment dire, genre ils allaient se faire tuer les uns dans les autres, où il y aurait un seul qui... Parce que je connais des séries de manga où c'est un peu ça, c'est un peu du survival et tout ça, et à la fin, ils sont projetés dans un monde étrange et il y a des épreuves et ils doivent survivre, tu vois. Et après, quand j'ai vu la bande-annonce du film, ça m'avait l'air nettement plus léger que ce que je croyais. Et du coup, j'ai c'est plus ma priorité. Donc ça veut dire que je suis un petit peu tordue.
tordu que, que l'auteur. Mais voilà, mais après, il y a un temps, ouais, je le voyais passer souvent Ouais, et moi il a aussi. l'air pas mal. En plus, moi, j'essaie de m'intéresser à la littérature japonaise pour l'instant. Alors, j'ai lu Murakami, bien sûr, La balade de l'impossible, et j'aimerais bien découvrir un peu ce qu'ils ont fait en fantastique, par exemple. Parce que c'est un univers tellement particulier. Moi, j'adore les films de Miyazaki où... Comment dire, le fantastique japonais, l'imaginaire, l'étrangeté japonais, c'est autre chose encore. C'est indescriptible en fait. C'est presque un peu dérangeant, tout en étant hyper poétique, je trouve, le fantastique japonais. Et mon roman que j'ai en cours d'idée, là, qui je surnomme le projet Ghibli, ou Ghibli, encore une fois, je sais jamais, mais... bref, c'est un peu, je l'appelle le projet Ghibli parce que j'aimerais bien qu'il ait un peu ces vibes-là. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas, parce que... Je pense que c'est vraiment un truc très culturel. J'ai l'impression que c'est pas du tout la même façon de voir le monde et conceptualiser des histoires. Non, mais c'est pour ça que moi j'aimerais bien lire des livres. Bon, j'ai lu Kiki, la petite sorcière, mais j'aimerais bien lire le livre qui a inspiré le voyage de Chihiro. Aussi pour savoir si déjà dans les histoires il y a ça. C'est chez Nice que ça a été publié. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Donc peut-être que je le lirai bientôt et que je vous en parlerai sur la chaîne. Alors, c'est une couverture noire avec dans un cadre, il y a une image aux tonalités un peu... En fait, il y a un contraste, l'image elle est dans des tons jaunes dorés sur un fond noir. Et donc elle ressort l'image et c'est un paysage de forêt. Et je pense que tu peux la voir là. Ah ouais. Noir. Et c'est dur. C'est dur d'en dire plus parce que je connais pas du tout le roman. Non, j'ai pas. Alors, de mémoire, tu l'as bien aimé. Alors, c'est pas une forêt réaliste. C'est pas une forêt réaliste. Dans la façon dont elle est dessinée... Comment dire? Ouais, c'est des conifères, c'est des sapins. Mais ils sont pas... on dirait des chapeaux pointus. Il y a une description qui arrive, mais du coup, je me dis, mais ça ne ressemble pas aux couvertures que je connais. Ça, en fait, ça fait comme un chemin entouré de sapins pointus. Et il y a comme des montagnes au fond. Après, je sais que tu l'avais bien aimé. C'est quelqu'un qui te l'avait conseillé. Et c'est un... C'est français? Non, ça me fait penser pays scandinave. Le nom de l'auteur ou l'autrice. Vigdis Lafarouche? Oui. Ah. Ok. Bah oui, oui. Voilà. Du coup, comme t'as dit forêt, je la voyais verte alors que t'as jamais dit vert. Mais moi, du coup, j'ai vu du vert et j'ai essayé de trouver une couverture verte. Donc voilà. Très bien. À toi. Est-ce que tu veux nous en parler? De Vigdis Lafarouche, c'est formidable. C'est Antastasia qui en avait parlé sur sa chaîne il y a longtemps parce qu'elle avait fait une vidéo autour des récits d'amour autour du monde. Et elle avait parlé donc de Vigdis Lafarouche qui a été écrit par Sigrid Undset, qui est une autrice qui a eu le prix Nobel et qui est de pays scandinaves, je ne sais plus si c'est Norvège, enfin voilà, là-haut. Et Vigdis Lafarouche, c'est un récit médiéval où un père souhaite marier sa fille qui s'appelle Vigdis à un homme qui est en voyage chez eux. Et il y a un viol qui est commis. Ensuite, on suit toute l'histoire de ces deux personnages et les conséquences de cette agression, de ce traumatisme et comment on peut se construire en tant que femme avec ce passé-là et comment on peut devenir une femme puissante, régente et tout, et comment les liens entre amants et amants maudits se tissent toujours et se défont toujours. Voilà. C'est une super belle écriture et si vous aimez tout ce qui se passe au Moyen-Âge, vous aimerez beaucoup Vigdis Lafarouche. Et ça date de quand, de base? Siècle dernier, je ne sais plus. Il est là. Islandais, donc elle est islandaise. Non, norvégienne, donc norvégienne. Elle a été prix Nobel en 1928. Ah oui, quand même. Et lui il est sorti 1909 pour l'édition originale. Ah ouais, voilà, donc quand même c'est plus d'un siècle. Ouais, plus d'un siècle. Il est formidable. Et puis il y a des gravures, mais j'aime beaucoup l'esthétique de cette édition-là. Oui, clairement, il est beau. Je crois qu'aujourd'hui, il a été republié chez Stock, donc la couverture, elle est rose. Mais t'as pas les illustrations de cette édition dedans. Pour montrer. Vas-y.
Voilà. Ça ressemble à des chapeaux. C'est vrai que ça ressemble à des chapeaux pointus. Ok. Bah, du coup, je l'avais en regardant, en fouillant tes vidéos, je l'avais repéré. Je me dis, ah, ça m'intéresse. Oui, il est super. C'est une couverture où il y a un oiseau sur une branche en automne. Elisabeth Ebory, la fée, la pluie, le printemps, la pie, Oui. La fée, la pie, le printemps. Oui, bravo. Dans cet ordre-là, oui. Bravo. Alors... Moi, je l'ai jamais lu, il me fait très envie, mais je sais pas si... Mes souvenirs... Alors, dans mes souvenirs, j'avais bien aimé, mais comme je te disais avant qu'on pile, j'ai une mémoire de poisson rouge, et quand j'ai dû le lire à 2-3 ans, je m'en souviens pas de toute l'histoire. Mais je sais que j'avais aimé. Je sais plus, mais il y a une histoire, il y a plusieurs fées, il y a une fée qui a... Attends, faut que je retourne. Ce sera coupé. Attends, la honte. Ah oui, il y a la fée Rêvage qui complote pour détruire la prison, en fait... Parce qu'en fait, les gens ont littéralement été mis, tout le monde de la féerie sont mis sous clé, en fait, font plus partie de notre monde à nous. Et donc, il y a la fée Rêvage, et j'adore les prénoms comme ça, qui veut, en fait, détruire, enfin, sortir de cette prison. Et en fait, pour cela, elle a mis un changelin donc, dans le berceau de la reine. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un changelin, c'est un mythe que j'adore chez les fées. C'est échanger un bébé humain contre un bébé fée. On remplace le bébé humain par un bébé fée qui va infiltrer les trucs. Et c'est un truc qui est... Quand c'est traité avec un motif horrifique, je trouve ça passionnant. Genre, tout d'un coup, tu regardes ton bébé, tu dis, mais j'ai l'impression que c'est plus mon enfant. Et tu peux jouer sur la paranoïa et tout ça. Et du coup, on suit donc Philomène, c'est ça, qui est une fée voleuse et qui va en fait, voilà... croiser la route donc de la fée Rêvage, je crois que c'est ça. Elle va croiser la route de nouveaux compagnons parmi lesquels un assassin repenti et le pire cuisinier du pays. Tous marchent vers Londres avec en poche le secret le plus précieux du royaume. Des personnages empreints d'une légèreté désespérée, une aventure aussi féerique que profondément humaine. Elisabeth Ebory renoue avec le merveilleux des anciens récits, sans nier leur part d'obscurité. Moi, ce que j'avais adoré, enfin, je m'en souviens plus de la tonalité du récit que de l'histoire. C'est un récit qui... C'est de l'humour un peu grinçant, un peu ironique. Ce que j'aime bien dans ces personnages des faées, ils sont... Comment dire ? Il peut être drôle à un instant et terrifiant à l'autre, tu vois. C'est ce que j'adore dans les faées. C'est ils ont un côté un peu puck dans le songe d'une idée d'été, tout ça, farceur, joueur, tout ça. Les personnages, je m'en souviens, avaient beaucoup de répondants. Philomèle, je sais qu'avec un des personnages, je crois que c'est l'assassin, vraiment, ils sont toujours en train de se chamailler, vraiment, ils ont de la gouaille, quoi. Ils ont vraiment ça... Donc, ouais. Donc l'ambiance et les personnages vont plus marquer que l'intrigue en elle-même. Voilà. Merci Nina, c'est très... Tu m'as donné envie de le lire, tu vois. Au niveau de l'écriture, je me dis ça peut être ma cam. Alors, c'est une main qui est posée sur un livre. Dracula, mon amour. Oui. Bravo. Je sais plus combien de points on est encore. Ah bah là sinon j'ai plus compté. Mais je mettrai en magie du montage. C'est pour la Nina du futur. Oui. C'est une réécriture de Dracula du point de vue du Mina. Et moi ce que j'avais adoré c'est qu'on a ce côté épistolaire. Alors c'est une histoire d'amour, c'était l'époque très romance paranormale. Et on a cette idée du Dracula de Coppola où Dracula et Mina sont liés, ont une romance en tout cas ensemble, mais c'est pas du tout Mina qui dans le passé est une réincarnation de machin, c'est vraiment juste son journal à Mina commence, Jonathan est parti, elle est en vacances avec Lucie, elle doit tout abandonner parce qu'elle avait fait des études et Jonathan comme ils vont se marier, il faut qu'elle abandonne son métier, qu'elle devienne une femme rangée et tout et on sent qu'elle a envie de plus. Et elle rencontre cet étranger là pendant son voyage. En fait, nous, quand on annule Dracula, on sait qui est cet étranger. Et ensuite, il va y avoir toute cette histoire qui va se tisser et la dualité de Mina entre Jonathan
et Dracula, sans que ça soit un triangle amoureux un peu malsain comme on peut en avoir ou en avoir vu beaucoup. Alors après, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu. Peut-être qu'aujourd'hui je lèverais beaucoup les yeux au ciel, mais en tout cas vraiment à l'époque ça m'avait satisfaite à 100% comme réécriture de Dracula du point de vue de Mina. C'est une fille qui est assise sur un rebord de fenêtre. Est-ce qu'elle regarde dehors, non? Ouais. J'ai une image qui m'arrive en tête, mais c'est une image Pinterest que... Ah. Du coup, j'arrive pas à me chasser cette image. Ah, c'est dur, hein. Je sais, un indice, s'il te plaît. C'est dans les tonalités blanches. Elle est vêtue comme une femme des années 30 ou 40. Et l'écriture, le nom de l'auteur Rhys et le titre du livre, c'est en rose très 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 clair. C'est pas un enfant du lac. Bravo! Je l'ai pas lu. Trop fort! Je l'ai pas lu du tout. C'est une image en noir et blanc, non? Attends. Oui, plus ou moins. C'est très désaturé en tout cas. Très pastel. Je peux pas vous en parler du tout, je sais pas. C'est mon amie Valérie. Donc Valérie, si tu passes par là, coucou. Coucou Valérie. Qui me l'a commandé. On était à la librairie. Elle me disait, il faut que tu lises ça, achète-le. J'ai acheté, je l'ai jamais lu. C'est un polar de mémoire, donc en fait je lis très peu de polar. Ouais. Voilà. Philip Morton, moi j'aimerais bien les lire, mais je sais pas trop par quoi commencer parce que je sais que c'est beaucoup secret de famille avec beaucoup de temporalité à chaque fois. Et donc je me suis dit, si Nina l'a lu, au moins je pourrais savoir si ça va m'écouter. Ça va peut-être me motiver. Mais à moi, le dernier. Le dernier que j'avais fait. Potentiellement il peut être facile. Donc je vais faire simple. C'est un bâtiment. Il y a une silhouette à la fenêtre. Bah, je vais dire la maison hantée de Charlie Jackson. Non, mais c'est un peu ce genre de vibe là. Est-ce que tu... Oui. La tonalité des couleurs, c'est un vert sombre. Vert sombre, bleu sombre. Je suis tellement pas visuelle. Un bâtiment. La Hades Palace. Non. Non. Indice. Le bâtiment, c'est un manoir. Autre indice. C'est du gothique, du coup. Alors, un manoir. Il faut imaginer le bâtiment, ouais. C'est un peu de nuit, et du coup, il y a une fenêtre éclairée, on voit une silhouette. Après, il y a encore des trucs à décrire. Vas-y, oui, je peux bien. Et on voit un jardin aussi. Vers de lierre de Louise Le Bars. J'allais dire, c'est une autrice française. Et au début, quand j'ai choisi, je me dis, peut-être si elle a lu la biologie du manoir de Lizzie Felton, peut-être que je peux la piéger dedans. Parce qu'il y a aussi non, j'ai pas lu Lizzie. Mais c'était la couverture que je voyais, je me disais, mais non, ça, je suis sûre, je l'ai pas. Voilà. C'est un roman gothique publié chez Feu Noir d'Absinthe et c'était Louise qui m'avait directement contactée parce qu'elle me suivait depuis longtemps. Elle m'a dit je pense que mon roman pourrait vous plaire et donc je recevais plus de SP. Bon, son mail m'avait convaincue. Donc j'avais dit allez-y envoyez-le moi. Et en fait j'avais lu et j'avais adoré parce qu'elle a vraiment une écriture hyper intelligente et gothique et sensible. Et dans son roman, on suit un auteur qui est en manque d'inspiration et donc qui retourne chez sa grand-mère, dans le village de sa grand-mère pour essayer de trouver l'inspiration. Et là-haut, il commence à y avoir une légende qui lui vient avec une femme hyper mystérieuse qui arrive et on a à nouveau deux temporalités avec... parce qu'il y a une demeure, le manoir, et donc ce qui s'est passé dans le manoir, qui est cette femme, l'auteur en lui-même qui a ses idées de roman. Et voilà, moi j'avais adoré Vers de lierre. Je l'ai pas encore lu, mais je l'avais pris à Westurland 2023. Elle est, franchement, j'avais adoré parler avec elle. C'est vraiment quelqu'un, elle est très gentille et j'ai tellement entendu de bien par rapport à tout ce qu'elle a écrit que j'ai vraiment hâte de la découvrir. En plus, c'est un petit format, je crois que c'est. Oui, il est là. Et en fait, Vers de lierre, c'est un titre qui me parle beaucoup parce que du coup, je sais que c'est du gothique, associer le gothique avec ce côté végétal, ça m'intrigue beaucoup en fait. Voilà.
La couverture, elle est Ouais, la magnifique. couverture, bah, c'est la même illustratrice que celle qui a fait Apostasie. Ah, mais Ouais. oui. La première édition Ouais, au la chat première noir. édition au chat noir, tout à fait. Mais voilà, c'est une écriture hyper intelligente où elle invente toute une légende. Et moi, j'ai été persuadée pendant très longtemps qu'elle avait pris un vrai truc de folklore. Et en fait, non, elle me dit qu'elle avait tout inventé. Donc, Ouais, c'est impressionnant. Trop, trop bien. Voilà. Le dernier. Alors. Je me suis pas mal débrouillée. Ah ouais, toi, t'es très forte. Donc j'ai peut-être plus une mémoire visuelle que toi. Ah oui. C'est une photographie d'un paysage d'hiver dans les tonalités sépia. C'est ce que j'ai dit. Puis, ok. Et j'ai l'impression que c'est un truc genre... C'est un poche, non? Oui. Il y a des arbres qui sont complètement décharnés, c'est un paysage d'hiver. Et il n'y a que ça, il n'y a pas de personnage. Il n'y a pas de personnage, a priori, non. Grand Maul, non? Non. L'auteur, il est français, mais le titre du livre, c'est le nom d'un personnage qui a consonance germanique. Dora Bruder? Oui! C'est quoi la couverture? Ah, mais oui! J'aurais jamais dû. Je sais pas pourquoi j'avais dans mes mémoires c'était une photo d'une jeune fille de l'époque. Je crois... Attends, voilà. Dans la version lycée, ouais, c'est ça. C'est celle-là. Alors, Dora Bruder, c'est de Patrick Modiano. J'ai jamais lu de Modiano. Qui a eu le prix Nobel. Ouais, je crois, ouais. Et en fait, quand j'étais à la fac, on avait une de mes profs m'avait donné une liste de plein de livres qu'il fallait avoir lu, pas pour les étudier, mais genre en mode, tu vois, pour se faire un corpus du XXe siècle. Il y avait tout, il y avait du théâtre aussi, il y avait Coltès là, les champs de coton, là, je sais pas quoi. J'avais rien compris. Non. Mais parmi ceux-là, il y a eu des coups de foudre littéraire. J'ai eu Tous les matins du monde. J'ai découvert comme ça. Et Dora Bruder. Alors Dora Bruder, c'est un roman tout simple. Le concept est tout simple. Le narrateur, en fait, un jour, en se promenant à Paris, il tombe sur un avis de recherche sur une jeune fille, Dora Bruder, qui a disparu donc dans les fin des années 30, au début des années 40. Donc Paris, dans ces années-là, c'est sous l'occupation. Et en fait, Dora Bruder, c'est une jeune fille juive. Et il va en fait avoir cette obsession de retrouver cette jeune fille qui avait disparu, qui avait fugué en fait, pour découvrir en fait ce qu'elle a fait pendant cette fugue-là. Et du coup, il va enquêter en fait dans ce quartier de Paris où il a grandi en fait. Et donc, quelques années après, il se dit, je sais plus quand ça date, mais genre à 10, 20, 30 ans d'écart, en fait, elle a vécu dans cette rue-là, elle est dans tel cinéma comme moi, etc. Il a cette obsession pour cette jeune fille disparue, ça. C'est très touchant. Et c'est la fin de ce roman m'a bouleversée. C'est pas vraiment un spoiler, mais en gros, la dernière phrase, alors je pourrais pas non plus la citer, mais en gros, il explique que c'était très important pour lui de savoir en fait ce que cette jeune fille a fait là pour ces quelques semaines de fugue avant qu'elle retourne chez ses parents. Parce que c'était cet instant de liberté qui n'a appartenu qu'à elle. Et ça, après, j'ai envie de... J'ai ça en mode, ça, même la guerre, les camps et tout ce qui vous détruit n'ont pas pu lui voler. Et c'est ça la dernière fin du... Parce que elle et ses parents ont été déportés à Auschwitz. Voilà. Donc, et c'est un roman que je vous recommande. Il est hyper mal noté sur Librairie, je crois. Mais je pense que c'est peut-être un classique classique moderne qui a dû être peut-être imposé, tout ça, mais moi j'ai vraiment eu c'est cette fin en fait, cette plume qui m'a vraiment marqué. Il est à 13,7 moyen sur les franchement, il faut mieux. Ouais, et c'est le seul de Modiano que j'ai lu, mais ça se lit très vite en plus, et c'est cette volonté il invente en fait presque l'histoire, c'est une jeune fille donc qui ne sait rien, et tu vois, en fait il la refait vivre. Alors je crois faudra regarder, mais je crois que il a vraiment, cette jeune fille de Dora Bruder a vraiment existé, je crois. Et en fait, du coup, il y a le côté romanesque, en fait, il va inventer une vie à cette et du coup, même si c'est que fictif parce qu'il l'invente,
de notre côté, il immortalise cette jeune fille qui fait qui était une parmi tant d'autres à être victime de la Shoah. Donc voilà. Très bien. On finit. C'est beau. C'est joyeux. Bon alors, je sais plus, j'indiquerai les points. Je crois que c'est toi qui as gagné, hein, largement. Non mais t'étais... En fait, on a tout trouvé, on n'a pas donné notre langue au chat. C'est vrai. Fallait juste plus indice que d'autres. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va en tourner une autre pour la chaîne de Perceline. Alors je pense que celle-là elle sortira au mois d'août parce que vu que je pense que j'aurai un petit coup, j'aurai plus de vidéos de rap et je pense que je vais pouvoir la caser là. Et par contre du coup là on va tourner une vidéo qui est plutôt pour Halloween. Voilà, plutôt pour Halloween sur Barocco. Du coup vous allez pouvoir déjà suivre Perceline sur Barocco lecture et podcast si c'est pas déjà fait. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. De toute façon si vous aimez bien mon univers, vous allez aimer celui de Perceline, voilà. C'est pas pour rien qu'on... Voilà. C'est ça. Et du coup, rendez-vous d'ici quelques semaines sur Barocco pour aux alentours d'Halloween. Voilà. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Normalement, il y aura peut-être une pause, vous verrez, ça sera la surprise. Je sais plus où j'en suis. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.